nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Jean Rouch est mort une nuit de février 2004 sur une route du Niger, dans cette Afrique qu'il avait tant aimée. J'ai connu Jean Rouch dans les années 80, dans son cinéma au Trocadéro. Le cinéma était déjà partie intégrante de ma vie. Et voir cet homme si simple, qui avait déjà parcouru une grande partie de l'Afrique avec une caméra et son instinct, me donnait encore plus envie de faire du cinéma. Faire un cinéma plus proche du réel possible. Réaliser un reportage sur son travail et ses travaux sont ici une preuve de volonté et constance. Après toutes ces images, allons rencontrer Andrea Paganini, qui nous parlera plus en détail de Jean Rouch. C'est un matin ensoleillé, en bas du pont Neuf, que je vois une péniche style Mississippi, la Louisiana belle. Nombreuses sont les personnes qui viennent pour fêter le 100e anniversaire de Jean Rouch. Ethnographe, cinéaste, improvisateur, Jean Rouch est l'une des plus grandes figures du cinéma français. Il a montré toute la puissance du cinéma dans la connaissance de l'autre, notamment des cultures orales. Ses films ont dévoilé la vie, les traditions et les rites des peuples d'Afrique, comme on ne les avait jamais vus auparavant. Il était naturel de faire une exposition à la Bibliothèque nationale de France, puisque celle-ci, depuis plusieurs années, accueille un des fonds principaux de Jean Rouch, un des fonds non-films principaux de Jean Rouch. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'écrit, des carnets de travail, des carnets de notes, des agendas, etc. Un ensemble remarquable de photographies qui n'est pratiquement pas connu, un ensemble d'enregistrements sonores qui est également inédit, voilà, et puis d'autres documents liés au travail de Rouch. Ce n'est pas l'intégralité de sa production, mais ça en approche, et c'est un volume très important, relativement désordonné. En ce qui me concerne, j'ai commencé à m'occuper de ce fonds-là, à l'analyser, à y travailler dessus, et donc j'ai été invité à participer au commissariat de cette exposition avec Alain Caroux du département de l'audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France et Béatrice Depastre, directrice du patrimoine du Centre national du cinéma, du CNC. Ce fleuve, c'est le Niger, dans la région de l'archipel de Tillabéri, où il se sépare en 100 bras qui cernent les îles de Rapide. Dans cette région, un seul moyen de transport, la pirogue. Chaque jour, des jeunes gens semblables aux personnages de ce film arrivent dans les villes d'Afrique. Ils ont abandonné l'école ou le champ familial pour essayer d'entrer dans le monde moderne. Ils ne savent rien faire et tout faire. Ils sont l'une des maladies des nouvelles villes africaines
la jeunesse sans emploi. Les Baouya, les femmes tranquilles, assistent Karki. Elles la retiennent, elles la caressent, elles la calment, elles la guident en arrière pour essayer d'apaiser ce dieu irrité, alors qu'un autre génie, Kireï, le dieu de la foudre, apparaît sur Noré. Il y a à la fourche, il y a 3 directions. Des chemins ne se croisent pas. Il y a un moment donné, on va dans une autre direction. Et les fourches des chemins, c'est toujours le chemin du village, le chemin des champs cultivés, le chemin de la brousse. Le village, c'est la sécurité, le champ cultivé, c'est le travail, et la brousse, c'est l'aventure. Et c'est... moi, je pense que je prends toujours le chemin de la brousse. Un jour de 1941, par hasard, le chemin de Yannick Bellon croise à Paris celui du séduisant jeune homme qui allait devenir son premier amour, Jean Rouch. Il sortait diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées et venait de s'engager avec le ministère des colonies qui recrutait des ingénieurs de travaux publics pour l'Afrique. Elle a 17 ans, lui 24. Dans cette guerre, Yannick se sent à la dérive, sans but bien défini, sans ancrage. Les 2 sœurs Bellon, Yannick et Soleil, sont juives par leur mère. La photographe Denise Bellon, qui, elle, s'est réfugiée à Lyon. Novateur, autant par les moyens techniques que par la place qu'il réservait à l'improvisation, il est aux côtés de Flaherty, Vertov, Marker, et avant, Depardon et Wiseman, l'un des grands inventeurs de la forme documentaire. Sur les îles se tiennent les villages, villages sans rail. Au grenier, cet homme, c'est Yakori Beibatan, le joueur de violon, qui a été appelé dans l'un de ces villages, le village de Firgun, pour une fête religieuse. C'est un très grand cinéphile, très grand cinéphile, et on peut dire que c'est un des plus important et meilleur fils spirituel d'Henri Langlois. Il adorait Henri Langlois. D'ailleurs, il prend sa carte au Cercle du cinéma, l'ancêtre de la Cinémathèque française, en 1935, quand il est tout jeune, adolescent. Et il rentre à Paris après une période de pérégrination dans plusieurs pays étrangers, en suivant son père. Donc, Jean Rouch a cette fibre, cette passion du cinéma d'emblée. Mais c'est vrai qu'il ne fera jamais d'école de cinéma. Et il apprendra à manier sa petite caméra Bell & Howell qui est exposée ici, tout seul. Idem pour le montage, etc. Donc effectivement, c'est un peu un cinéma fait maison, fabriqué un peu artisanalement, mais avec cette culture première. Vous savez bien que Henri Langlois lui-même disait qu'il suffit de voir 300 films, pas n'importe lesquels bien entendu, il suffit de voir 300 films pour éventuellement arriver à en faire. L'apparente simplicité du cinéma de Jean Rouch laisse accroire à une création reposant dans l'immédiateté de l'instant, l'innocence de la spontanéité. Si sa caméra est effectivement prompte à se saisir goulûment du réel, le travail du film est loin d'être achevé. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Rouch. Il en a vu donc à Paris dans les années 30, mais il en a vu en Afrique dans les années 40, 50, quand il a commencé à y travailler. Et voilà, donc le cinéma nourrit Jean Rouch. Pas seulement le cinéma, bien sûr, la littérature également, la poésie. Jean Rouch admirait énormément des poètes tels Rimbaud, Baudelaire, etc. Donc on ne peut pas dire qu'il n'ait pas de culture cinématographique, mais c'est une culture ample, un peu humaniste, disons, de lettrés, si vous voulez, donc qui va de la littérature à la peinture. Ça aussi, on le dit assez peu, mais Rouch aimait profondément la peinture, et certains peintres, et au cinéma, dont il connaissait évidemment les œuvres majeures et qu'il avait revues et revues. Rouch, par exemple, dira que Nanook... N'arrêtez pas de dire que Nanook, qu'il découvre à l'âge de 5 ans, peut-être tout petit,
l'influence, fondamentalement. Alors après, c'est vrai qu'il y a toute une série de techniques, de méthodes, etc., de procédés soit qu'il découvre lui-même en faisant, dans la pratique. C'est ça qui est très intéressant chez Jean Rouch. Jean Rouch n'est pas un théoricien. C'est quelqu'un qui pratique, qui ose, qui risque, qui va dans des situations, il filme quand même dans des situations très difficiles, au point de vue de la logistique, etc. Et pourtant, il y va. Il brave en quelque sorte les difficultés, il essaie de trouver des solutions au fur et à mesure, ce qui lui permet aussi d'inventer un nouveau langage aussi, ou de nouveaux procédés. Par exemple, on évoquait lors de la visite sa toute première caméra avec laquelle il filme pendant près de 15 ans tout de même, en apprenant donc à la manier tout seul, et il fait des films majeurs tels Jaguar, Moins Noir, Maître Fou, etc. Et cette caméra, en quelque sorte, forge son style, en partie, puisque c'est une caméra à ressort, qui a une très petite autonomie, qu'il faut remonter toutes les 20-22 secondes, dont il faut changer la pellicule toutes les 3 minutes. Donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas faire un long plan, etc. C'était aussi une autre époque, bien entendu. Mais voilà, donc Rouch s'adapte. Une des caractéristiques, c'est s'adapter au mieux, en fonction de la situation et de situations difficiles. En plus, il provoque les situations, ça aussi c'est un autre aspect, et donc là aussi, il va de l'avant, et en quelque sorte, il accueille ce qui vient, ce qui arrive, etc. Et il se donne les moyens, pour frustre qu'il soit, d'être en mesure d'accueillir le hasard, voilà, ce qui arrive. Il provoquait dans le bon sens, pas pour nuire, pas pour faire du mal, pas pour montrer des choses dérangeantes, pas du tout, mais pour faire sortir quelque chose, pour disons que ces acteurs, entre guillemets, puisque Jean Rouch n'a pratiquement pas travaillé avec des acteurs professionnels, bien entendu, mais avec des gens qui sont devenus acteurs, là aussi, ils se sont forgés le métier d'acteur au fur et à mesure, en quelque sorte. Et avec ces acteurs, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils livrent une part d'eux-mêmes, intime ou pas intime, etc., qu'ils se mettent en scène, on peut dire, et qu'ils sortent quelque chose d'essentiel. Voilà, d'où la nécessité de provoquer, effectivement, de déplacer les lignes, le cinéma de Jean Rouch n'est pas un cinéma calme, n'est pas un cinéma paisible, c'est un cinéma qui enquête dans le sens profond et premier de la chose, c'est-à-dire il va voir ce qui est là, il essaye d'enlever la superficie, les couches, voilà, qui cachent la chose même, et de la présenter. Chameau blanc. Et Nacio Maïga, le guide aux belles bottes brodées, arrive comme d'habitude le dernier. Aujourd'hui samedi, c'est jour de marché. Mademoiselle, j'ai une chose à vous dire. Hier soir, en passant par votre porte, cette chose me frappa à la figure dont j'ai eu honte de vous poser cette candidature. Et je vous dis la vérité, mademoiselle, je vous aime. Je vous aime, la vérité. Hein? Alors, voilà. Ça, c'est trop. C'est beaucoup ça, d'amour. C'est trop. Tu crois qu'on arrive à construire des maisons et pas comme ça? C'est pas possible. Ça, c'est pas des maisons, ça. Ah oui. Ça, c'est des boîtes à sardines, on ne peut pas vivre dedans. C'est les gens qui logent là-dedans ou bien c'est les bureaux? Ben, tu vois bien que c'est les gens qui logent dedans. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Comment allez-vous, monsieur? Très bien, vous? Vous êtes là depuis quand? Depuis quelques jours. Ah bon? Oui. Vous venez d'Afrique?
Bon, tu as demandé qu'on ait un endroit un peu pas trop agressif. Alors, bon, ben... Le Louvre. Le Louvre, ouais. Les Tuileries. Carrément les le Louvre. Les dames, carrément. Carrément le Louvre. On va aller là, alors, c'est pas... Rouch use de l'humour, hein, de l'ironie, etc. Et une ironie partagée, parce que lui a beaucoup d'humour, mais Damour et Zika en a tout autant. Voilà, et il rigole, c'est une bande de copains qui rigolent. Effectivement, c'est des films qu'on a pu appeler ethnofiction, c'est un mot un peu lourd, etc. Donc les films comme Cocorico, comme Jaguar, comme Madame Lowe, où, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'un cinéma au pluriel, construit ensemble. Par le moyen notamment du rire, de l'imagination. Hein. Il s'agit là aussi de fertiliser l'imagination, de la rendre palpable, de la faire advenir et rendre présente. Quelque chose aussi de très loufoque. Il y a certains films comme Cocorico qui font penser à des lapsticks, aux films du début du cinéma des années 10-20, très drôles, très physiques, très... Et voilà, ce burlesque-là, parfois même très dur. Hein. Et voilà, parce que Rouch, c'est aussi un cinéma un peu corrosif, un peu dur par certains moments où on apprend des choses, on entend des choses, on voit des choses qui ne sont pas commodes, qui ne sont pas confortables, qui dérangent, mais dans le bon sens, c'est-à-dire elles dérangent pour montrer, peut-être, pour ouvrir la réalité d'une certaine manière, voilà. Et donc effectivement, Rouch fait un peu le grand écart. Ça aussi, c'est, on peut dire, un héritage du surréalisme ou de sa cinéphilie à la Henri Langlois, qui pouvait trouver des choses intéressantes dans toutes sortes de films différents. Et donc, c'est constamment, toute sa vie et dans toute son œuvre, un grand écart. Il peut passer d'un film tout à fait scientifique et presque ennuyeux comme Orendi, où pendant 70 minutes, vous avez deux femmes qui sont initiées à la possession au ralenti. Alors, ça peut soit vous fasciner, soit vous ennuyer profondément, à des films presque burlesques, complètement absurdes, comme Cocorico, voilà. Et Rouch, ça va d'un extrême à l'autre presque. Et voilà, et c'est ça qui est très fascinant, une œuvre très, très variée et très, très vivante, finalement, très vivante. Par exemple, le montage son chez Jean Rouch, les couches sonores, etc., sont incroyablement intéressantes. C'est-à-dire, même le film manifeste du cinéma vérité, chronique d'un été, n'est pas un film synchrone à proprement parler. On a dû reconstituer le synchronisme parce que le Nagra et le prototype de l'éclair coûtant n'étaient pas tout à fait au point. Voilà. Donc même ce film-là, qui est considéré comme le premier film synchrone, n'est pas synchrone. Actuellement, je m'attache à un travail qui est peut-être assez ardu, qui est justement l'étude de l'évolution et des transformations de ces traditions africaines à l'intérieur d'un monde qui est en plein bouleversement, d'un monde africain qui est lui-même en plein bouleversement, pour qu'il en reste un témoignage écrit et si possible un témoignage filmé. Et alors, par exemple, une chose qu'on brocarde un peu, c'est l'improvisation, c'est Jean Rouch. Évidemment, il y a l'improvisation, il y a la réception et l'accueil du hasard, bien sûr, mais avec un travail de préparation, de construction derrière, incroyable. Le film Cocorico, Monsieur Poulet, par exemple, vous en parliez en 73, c'est un film qui se crée spontanément, en partie, mais qui est quand même le fruit d'une connaissance et d'une amitié de 30 ans, avec Damour et Zika, Laham Ibrahim et Dia et Talou Mouzouran, ces trois grands amis acteurs-auteurs. Moi, j'assiste, ce n'est pas que des acteurs, c'est des auteurs. Ils construisent le film ensemble. Alors, ils le construisent pendant le tournage, mais ils le construisent aussi en amont, bien entendu. Et en quelque sorte, ils le construisent en faisant d'abord petit à petit, puis avant encore Jaguar, etc. Donc, de toute façon, ces films-là, c'est des sortes de séries, si vous voulez. Hein. Rouch l'a même pu le dire, ou Jean-André Fieschi l'a écrit. C'est des séries, presque des séries télévisées. Et voilà. Et donc, il n'y a jamais de début, de fin. C'est une suite ininterrompue. Donc, l'improvisation, oui, dans un certain sens, mais dans un autre sens, pas du tout, puisque la construction, la préparation, la connaissance préalables sont déjà là. Et comme vous dites, alors ça se formalise dans des cahiers
dans des carnets, des cahiers de notes. Rouch est quelqu'un de très minutieux aussi. Il ne faut pas oublier que c'est un scientifique, que c'est un ingénieur de formation, c'est un ethnographe qui a travaillé avec quand même Marcel Griaule, qui est un des principaux ethnographes français. Et du XXe siècle. Donc Rouch a du métier. Alors la chose qui peut induire en erreur, c'est ça, c'est que il y a cette légèreté qui est évoquée dans le dernier panneau de cette allée, cette légèreté de son cinéma et de son approche en général, qui en quelque sorte masque justement tout le travail de préparation, toute la connaissance accumulée au fil des ans, tout ce travail sur le long cours, sur ce work in progress incessant, et que Rouch, effectivement, pratique toute sa vie en donnant l'impression que la chose vient d'arriver, voilà, que c'est très léger, que c'est très spontané et que ça n'a jamais été là. L'imagination, c'est comme la peinture, c'est comme l'architecture, c'est comme la sculpture. Ça ne peut pas se préparer. Il faut avoir ce que nous appelons l'inspiration. Et les techniciens d'aujourd'hui, peut-être pas comme ça, eux, ils parlent de la respiration. On ne respire pas avec une caméra parce qu'on bouge. Nous, l'inspiration, c'était dans le domaine de la chance qu'il y ait au même moment les surréalistes, que Paris était la capitale du monde. Bien sûr, et des gens qui inventaient autre chose. Et là-dedans, j'étais très rapidement, je suis rentré à l'école de Pont-de-Chaussée, et Albert Cacot, qui était un merveilleux constructeur de ponts, un merveilleux architecte, nous a dit dès le début, n'oubliez pas qu'un pont est une œuvre d'art. Ça se dessine d'abord, ça se calcule après. Ben, n'oubliez pas qu'un film, c'est une œuvre d'art. Ça se pense d'abord, ça se réalise après.